Bonsoir. Alors, je pense que il reste deux ou trois personnes qui ont envie de venir et qui ne sont pas là. Donc on va attendre, je pense, 4 ou 5 minutes de plus, histoire d'être bien sûr que les derniers traînards n'arriveront pas au milieu de quelque chose. En attendant, je me permets de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Donc moi c'est Tenebos ou Alban si vous préférez. Et ce soir, je vais vous parler des états de l'art dans le game design. Donc en fait, c'est quoi un état de l'art? À quoi ça sert? Et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans vos jeux, de manière générale. Du coup, et puisqu'il faut délayer, eh ben ça tombe bien, j'avais pas prévu de me présenter, donc je vais le faire. Donc, comme dit, je suis Alban Damien, je suis essentiellement narrative designer, avec pas mal d'expérience en game et en level design en side. Et j'ai bossé un an pour Spiders en tant que level quest designer. À côté de ça, j'ai fait aussi beaucoup de jeux de rôle. J'en ai créé, hein. Et j'ai créé quelques jeux de société également. Là, je suis en train de bosser sur mon, disons, premier et demi jeu vidéo. Et donc vous avez peut-être pu voir des exemples sur le serveur, donc Apocalyptica. Je vais vous en parler un petit peu ce soir, étant donné que cette présentation, elle se nourrit de ce que j'ai pu faire pour mon propre projet. Et si vous le désirez, on pourra parler davantage de mon cursus. Ah non, j'ai toujours pas assez meublé, malheureusement. Euh, Donc oui, ce soir, ce que je vais vous présenter, je vais vous demander de le prendre avec un petit peu de recul, dans le sens où je ferai bien la part des choses pendant la présentation, mais il y a une partie de ce que je vais vous montrer qui correspond à ma méthode de travail et non pas à une vérité générale. Donc là-dessus, je vais vous demander d'éveiller votre esprit critique, voilà, et de bien faire la part des choses. Euh, Ce faisant, sachez qu'il y a également une partie de mes documents de travail qui vont être disponibles, notamment euh, la partie qui correspond en fait à cette conférence sur mon propre game design document. Donc en fait le résultat de mon propre état de l'art que je vais mettre tout de suite dans la conversation de cette conférence, même si dans la pratique ça ne va pas. Enfin, je vais en parler un petit peu pendant la présentation, mais on va passer vraiment succinctement dessus. Voilà, donc je suis en train de vous faire de, de faire l'accès. Hop là. Voici. Donc là, c'est toute la partie combat tactique, puisque ce sur quoi je bosse, c'est un jeu de stratégie en tour par tour, avec des éléments de 4X ou de jeu de gestion à la Heroes, Might and Magic ou à la Age of Wonders, si vous connaissez l'une ou l'autre de ces licences. Mais vous en faites pas, on va en parler davantage. Et je pense que la phase Ikea, meuble, je sais pas si vous l'avez, euh, a assez duré. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, une fois encore, bienvenue à toutes et à tous pour celles et ceux qui sont arrivés depuis que je faisais mon petit laïus. Ce soir, on va parler de l'état, enfin de ce que c'est qu'un état de l'art en game design, d'à quoi ça sert et de comment ça peut nourrir vos projets. Donc, commençons. La définition. Un état de l'art, c'est l'état des connaissances dans un domaine donné. Donc ça peut être un domaine scientifique, un domaine technique, artistique, médical à un instant donné. Ouais, c'est la définition de Wikipédia, vous auriez pu trouver ça tout seul. De manière générale, c'est une activité à laquelle on se donne en début de projet de recherche.
notamment, enfin en particulier universitaire. C'est-à-dire que avant de vous lancer dans une thèse ou dans un master, vous devez savoir quelles ont été les publications qui ont paru sur un sujet donné, c'est quoi les bouquins qui sont sortis, en fait, où on en est, où en est l'état des connaissances. Et donc ça, c'est une étape préliminaire à tout travail de recherche universitaire. Voilà, c'est ça un état de l'art. Des questions? Non, je déconne évidemment. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait un état de l'art dans le game design? Parce que je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que nous ne faisons pas un travail de recherche. Dans l'absolu, nous n'avons pas l'intention de développer les connaissances universitaires, nous avons envie de créer des jeux qui soient cool. A priori. Enfin, sauf si vous voulez créer des jeux qui soient pas cool. Mais ça, à la limite, c'est votre problème. Donc, basiquement, un état de l'art en game design, ça va vous servir déjà à cibler les attentes de votre public, parce que quand vous cherchez à vous positionner dans la sphère vidéoludique, vous vous insérez dans un type de jeu, généralement qui existe déjà, en tout cas pour la très grande majorité d'entre vous. Ça peut être le FPS, ça peut être le survival horror, le platformer, 2D, 3D, qu'en sais-je. Donc tout ça, si vous regardez les jeux qui ont déjà paru avant vous, bah vous saurez comment ces jeux ont cherché à satisfaire un public. Donc vous n'aurez pas directement les attentes du public, mais vous aurez la manière dont les créateurs précédents se sont emparés des attentes du public pour créer leur jeu. Et ça reste intéressant. C'est quelque chose... parce que de manière générale, votre public, il va s'attendre à ce que vous remplissiez ces codes, à ce que vous remplissiez les mêmes petites cases que tous vos prédécesseurs. Donc, savoir ce qui a été fait avant, quand même pratique pour y arriver. Mais au-delà de ça, ça peut surtout vous servir à accélérer considérablement l'étape de design. C'est-à-dire que moi je connais beaucoup de créateurs qui se lancent dans un projet de jeu avant de savoir ce qu'ils vont créer effectivement à l'intérieur. Et donc ce faisant, ils zappent complètement l'étape de design, mais cette étape, elle n'en reste pas moins importante. Elle vous sert à la fois à vous épargner des impasses futures, à éviter de vous disperser en ajoutant des features constantes. Et là, c'est juste de la gestion de projet. Savoir où vous voulez aller, c'est la base de tout projet durable dans le temps, du moins. Et si vous savez ce que font les jeux qui vous ont précédé, alors vous pouvez avoir un regard assez précis sur ce que vous allez devoir produire comme contenu. Aussi bien en termes de contenu pur, de durée de jeu, de production d'assets, bref, à tout niveau en fait. Et cette anticipation, elle est vraiment importante. Et comme l'étape de design peut prendre pas mal de temps en fait, parce que théoriquement, quand vous cherchez à préparer votre projet à l'avance, ça, c'est un travail à temps plein. Du coup, l'accélérer, c'est toujours un avantage. Ça peut également vous permettre de vous épargner des impasses connues. Il y a un, un argument dans le game design qui fonctionne très bien, c'est regarde, ça marche dans tel jeu. C'est-à-dire que quand une mécanique fonctionne, vous n'avez pas besoin de prendre un risque. Euh, le- En fait, vous ne prenez pas de risque quand vous l'intégrez à votre jeu. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'argumenter auprès d'éventuels collaborateurs sur la justesse ou l'erreur que représente le fait d'intégrer cette mécanique. A l'inverse, si un jeu intègre une mécanique et qu'elle marche pas du tout, bah, et que vous aviez plus ou moins la même idée, vous évitez de vous tirer une balle dans le pied. Et honnêtement, ça aussi, c'est vachement important comme étape. C'est... Vous n'avez pas besoin de vous rajouter des difficultés. Le fait de sortir un jeu, c'est déjà assez difficile comme ça. Et pour finir, ça vous permet de corriger des erreurs, ici à prendre entre des guillemets, déjà découvertes. Parce que les erreurs, ça peut être tout à fait relatif. Par exemple, améliorer une interface qui a été jugée insuffisante, techniquement, le fait que l'interface ait été jugée insuffisante a posteriori, c'est pas forcément une erreur. En revanche, vous pouvez l'interpréter comme telle.
Et ça, c'est le genre d'éléments qui peuvent aussi bien être valables dans l'ergonomie que dans la jouabilité, dans les contrôles, dans le fonctionnement des IA. Bref, il y a plein d'endroits sur lesquels vous pouvez voir des éléments, des points d'amélioration potentiels, et un état de l'art vous sert à ça. En un mot, l'état de l'art vous sert à augmenter vos chances de succès. Et je le répète, on en a drastiquement besoin en tant qu'indie. Donc maintenant, la grande question c'est, ok, un état de l'art, c'est super important, c'est super intéressant, tout ce que vous voulez. On en fait comment? Donc, la première étape, c'est de définir vos attentes. Moi, par exemple, dans mon cas, mes attentes, c'était un tactical RPG avec des éléments de 4X dans la lignée des licences Heroes, Might and Magic et des Age of Wonders, avec une influence des jeux minimalistes. Je vous laisse 2-3 instants pour processer l'information, c'était compact. Donc, est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. Comme vous pouvez le voir, à partir de cette petite phrase, enfin de cette grosse phrase, on peut établir un certain nombre d'affiliations, des genres, des caractéristiques clés, des licences fortes auxquelles je lie mon travail, mais également des questionnements. Est-ce qu'il va y avoir une évolution des unités, un équilibrage? Et en particulier, moi, en genre affilié, je m'affilie aussi bien au jeu de stratégie en tour par tour qu'au tactical RPG. Mais en fait, dans la pratique, je suis plus du côté jeu de stratégie en tour par tour. Et ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait. C'est mon état de l'art qui m'a permis de réaliser que, bah, non, il y avait un certain nombre de caractéristiques des tactical RPG que je ne respectais pas, et que juste avoir une grille tactique, c'était pas suffisant. Et à l'inverse, et bah du coup, je vais vous montrer comment. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette modification? Bah, déjà, c'est parce que les licences clés qui me servent de référence se définissent comme des jeux de stratégie et pas comme des tactical RPG. Donc déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Bon, j'ai mis celle de Heroes 7, clairement pas le meilleur titre de la série, et de Age of Wonders 4, que je n'ai personnellement pas testé, mais comme j'ai testé presque tous les opus d'avant, voilà. Et de toute façon, c'est le même combat. Hein. Enfin, Heroes, Might and Magic 3, 4, 5, 6 se définissent également comme des jeux de stratégie, et pareil pour les Age of Wonders. Mais surtout, en y réfléchissant plus en profondeur, les tactical RPG, ils impliquent généralement un rapport privilégié avec ces unités. C'est-à-dire que vous allez pouvoir personnaliser leur équipement, elles vont monter de niveau, elles vont avoir des interactions les unes avec les autres. Par exemple, dans les Fire Emblem, vos unités peuvent se parler entre elles, et ce faisant, elles débloquent un lien qui va leur donner des bonus, et qui va persister dans l'évolution de l'aventure. Donc, tout ça, ça met vraiment le focus sur vos unités. Même si la grille tactique, elle peut être très grande, au même titre que certains des premiers jeux de stratégie en tour par tour, c'est toujours le cas dans les Fire Emblem, hein, il y a des maps qui sont complètement gigantesques, ben le focus est pas du tout pareil. Moi je veux me focaliser sur des armées, pas sur des individus. Bon. Donc, une fois que vous avez défini vos attentes, vous pouvez créer un premier panel. Donc, je vais revenir vite fait sur les attentes. Donc comme dit, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai défini des genres affiliés, donc des genres qui allaient me servir de référence. Et l'avantage des genres affiliés, c'est que c'est super facile à rechercher. Genre Steam, excellent outil de recherche s'il en est, mais Google ou Instant Gaming sont également très bien. Et vous n'avez pas besoin de tout acheter. Vous pouvez très bien regarder un jeu, un let's play sur YouTube ou... Bon, il y a un certain nombre de licences où c'est bien de les avoir. Par exemple, si vous voulez faire un Metroidvania et que vous n'avez jamais joué à Metroid, vous vous tirez une balle dans le pied. Mais dans la plupart des cas, regarder peut être suffisant. J'insiste sur la plupart des cas. Donc, ce faisant, j'ai identifié un certain nombre de caractéristiques clés. Donc les caractéristiques clés,
Ça peut être des éléments communs à vos genres affiliés, ça peut être des spécificités que vous voulez intégrer. Moi, par exemple, je voulais qu'il y ait des statistiques simplifiées. C'est-à-dire que ça, c'est l'impact du minimalisme sur moi. Je vais en parler plus longuement dans une autre slide, donc je vais juste esquisser le propos maintenant, mais en gros, il y a un mouvement minimaliste dans les jeux de stratégie en tour par tour et dans les tactical RPG. Et ce mouvement, il a prouvé à une époque où on considérait que pour avoir ce genre de jeu, il fallait avoir plein de statistiques complexes dans tous les sens et des calculs qui sont super compliqués et que tu peux pas comprendre à moins d'avoir une calculatrice et un bac plus 5 en maths. Bah eux, ils ont prouvé que pas du tout. Et je vous donnerai des exemples après de comment ils font. Mais ça, c'était un du coup, pour moi, c'était plus négociable en fait. Je ne pouvais pas faire un jeu de stratégie en tour par tour avec trop de caractéristiques incompréhensibles, ça marchait pas. Donc les licences fortes, bah, elles me permettent de chercher des jeux qui sont comme mes jeux de référence. Ça, typiquement, c'est mes références principales. Et les questionnements, bah, du coup, ça peut être des problématiques qui naissent dans ces jeux. Par exemple, dans Age of Wonders, vos unités, elles peuvent gagner de l'expérience. Vous pouvez pas les personnaliser pour autant, en tout cas pas sur les 3 premiers opus, mais ça va quand même leur donner des statistiques supplémentaires. Et donc il y a un vrai intérêt à garder ces unités au fil du temps. Dans Heroes Might and Magic, il n'y a pas du tout ça. C'est juste le poids du nombre. C'est vous accumulez des groupes d'unités qui vont avoir un gros chiffre, et plus le chiffre est gros, plus votre unité elle va faire mal. Mais c'est tout. Donc, cette question de l'évolution des unités, c'était un premier problème auquel je voulais me plancher. Enfin, sur lequel je voulais plancher. Et du coup, j'ai trouvé une solution qui est propre, enfin, qui est la mienne pour le coup. Elle vient pas ailleurs. Un autre questionnement, tiens, que j'ai pas écrit sur cette slide, c'était vis-à-vis de la gestion des turn orders. Dans Heroes Might and Magic, il y a un turn order qui est caché sur les premiers opus et qui devient révélé à partir du 5, je crois, ou peut-être du 4. Euh, et donc en fait, les unités ont une valeur cachée d'initiative, et les unités avec le plus d'initiative agissent en première. Dans Age of Wonders, c'est les joueurs qui contrôlent les unités qui agissent, ils font agir toute leur unité d'un coup, et ensuite c'est le tour du joueur suivant. Et le problème de ces deux systèmes ont chacun un problème. Dans Heroes Might and Magic, ça fait que bah, vous pouvez vous retrouver obligé de jouer une unité que vous n'avez pas envie de jouer, qui n'est pas intéressante, et au moment où vous avez envie de la jouer, mais vous êtes obligé de la jouer quand même. Même s'il y a des mécaniques pour mitiger cet inconvénient. Et dans Age of Wonders, bah, ça fait des tours qui sont globalement très très longs, parce que dans Age of Wonders, vous pouvez avoir des armées de 20 unités. Ouais, vous pouvez avoir 20 unités dans certains combats à déplacer. Donc 20 unités avec une chier de capacité, parce que Age of Wonders ne sait pas faire dans la simplicité, bah ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça fait long. Donc la gestion des tours, pour moi, c'était une vraie problématique. Et là encore, du coup, j'ai trouvé ma solution personnelle. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur cette slide? En vrai, elle me semble particulièrement importante, donc si vous voulez intervenir, si vous voulez poser des questions, genre, allez-y, n'hésitez pas. Alors, pour l'instant, personne n'écrit, mais faut pas hésiter. Ok. Nous n'hésitons pas. Ok. Bon, j'espère que je n'ai assommé personne. Ça va pour l'instant, ce que je vous dis, ça vous semble clair, c'est... Il n'y a pas de... d'interrogation, j'ai perdu personne. Oui, les héros évoluent, effectivement. Il y avait également cette autre spécificité, je me suis dit, est-ce que je veux des généraux qui ont des statistiques et qui évoluent entre armées ou pas? Alors, il n'y a pas 67 diapos, il y en a que 23. Et si donc j'y ai pensé, je me suis posé la question et en fait là pour le coup si je ne la fais pas, si donc mon projet idéal intègre des héros qui évoluent, du moins des commandants d'armée qui évoluent.
Ce faisant, là, je prévois 20 à 30 minutes de gameplay sur un jeu gratuit. Ce qui fait que il faut faire des cuts. Et ça fait partie des cuts que j'ai décidé de faire. Voilà, la parenthèse. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions et que vous avez envie, ou qu'il y a un sujet que vous voudriez aborder et que vous n'avez pas pu ou pas osé le faire maintenant, gardez-le de côté. Au pire, vous m'enverrez un petit MP et puis on pourra en reparler. Donc, à partir de mes licences phares, j'ai fait un petit panel. Donc ça, c'est les premiers jeux que j'ai retenus pour mes références, pour ma réflexion personnelle. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a deux Heroes, il y a deux Age of Wonders, et il y en a un petit au milieu qui s'appelle Spellforce, que lui en l'occurrence j'ai retenu surtout pour les choses à ne pas faire à l'intérieur. Spellforce, c'est un tactical RPG où vos unités vont évoluer et gagner des niveaux. Et par contre, contrairement à Age of Wonders, les unités elles vont gagner des niveaux. Chaque fois qu'elles gagnent un niveau, c'est vous qui choisissez une amélioration dessus, parmi deux ou trois tirés au sort. Et du coup, vous allez spécialiser votre armée au fil du temps, développer de nouvelles unités évidemment, avec des armées qui sont très petites en termes de nombre, qui du coup, ça fait un espèce d'hybride entre Heroes, Might and Magic et Age of Wonders. Et c'est pas l'un des Spellforce conventionnels, Jogo, tu t'es trompé. C'est Spellforce Conquest of Eos. Conquest of Eos, c'est un tactical RPG, donc vraiment en tour par tour, avec des. C'est le dernier de la série. Mais t'en fais pas, moi c'est en l'occurrence, effectivement, le fait que ce soit un Spellforce qui m'a envoyé dessus. Non, il est bon, enfin, il n'est pas mauvais, mais c'est aussi un jeu à petit budget, en comparaison des Spellforce. Bref, nouvelle parenthèse close, on passe à la suite. À partir de là, la question principale à laquelle vous allez vous confronter, c'est comment choisir, c'est-à-dire pourquoi mettre un jeu à l'intérieur de votre panel. Qu'est-ce qui justifie, une fois que vous avez passé brièvement sur les différents jeux, que vous le gardiez comme inspiration principale. Donc, le premier élément, ça peut être qu'il y ait une mécanique proche de ce que vous cherchez à incorporer. En l'occurrence, moi, les Heroes comme les Age of Wonders, c'est le cas. Le jeu contient un système assez proche pour que son équilibrage puisse être pris. Ça, c'est super important. Surtout si vous voulez faire des survival, des jeux de stratégie, des RPG ou des... Mince, j'ai un nom qui m'échappe. Une catégorie de RPG typiquement associée au Japon, mais que les Japonais eux-mêmes n'aiment pas. Allez, aidez-moi le public. Je suis sûr que vous l'avez. JRPG, bah oui, évidemment. Merci. Merci Anti. Voilà, c'est le premier à avoir trouvé la bonne réponse. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était un quiz surprise. Voilà, c'était pour tester. Comme quoi? Non, stop, stop, on s'arrête, on s'arrête. Tu dérapes, Jogo, tu dérapes. Donc, si le jeu contient un système assez proche pour que son équilibrage puisse être pris, en fait, ça va vous faire gagner un temps de dingue. L'équilibrage, c'est une étape de création qui prend masse de temps. J'en sais quelque chose. Donc, enfin, que ce soit en jeu de société, en jeu de rôle, en jeu vidéo, vous y échappez pas. Donc quand vous avez un jeu qui peut vous mâcher le travail, mais saisissez-le. Épargnez-vous ça, vraiment. Euh, Une autre raison pour laquelle vous pouvez intégrer un jeu dans votre panel, c'est s'il contient des erreurs dont vous pouvez apprendre. Donc là, vous voyez, tout à l'heure je n'avais pas mis les guillemets, là je les ai bien mis. Donc on s'en souvient, c'est des points d'amélioration potentiels, plus que des erreurs. Et c'est la raison pour laquelle je le mets entre guillemets. C'est, ça peut être une amélioration d'interface, des contrôles pas assez intuitifs, un équilibrage qui peut être problématique, un manque de feedback sur vos différentes actions.
Ça peut être plein de choses. Mais si le jeu contient des éléments dont vous pouvez apprendre et des choses que vous ne voulez pas refaire, il vaut le coup d'être dans votre panel. Malheureusement pour lui, c'est pour ça que Spellforce est dans le mien. Voilà. Et pour finir, si votre jeu intègre différemment des mécaniques qui sont... Non, si vous voulez intégrer dans votre jeu des mécaniques qu'on trouve différemment ailleurs, bah, là encore, ça vaut le coup de l'étudier de manière approfondie. Et c'est même super important. Dans les jeux de gestion en particulier, il y a pas mal de jeux de gestion qui auraient gagné à voir ce qui se faisait à côté avant de se lancer. Mais je ne donnerai pas de nom. Voilà. Donc ça, c'est mon panel une fois que je l'ai terminé. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tellement de jeux en fait. Parce que quand vous faites un état de l'art en game design, vous n'avez pas besoin d'avoir l'intégralité des jeux sortis et à sortir. Vous avez besoin d'avoir suffisamment de jeux qui soient représentatifs de ce que vous voulez faire et de votre projet, de manière à avoir une vue cohérente à pouvoir faire des projections cohérentes. Donc moi, avec ces jeux, c'était suffisant. Mais vous allez le voir, il y en a beaucoup que j'ai plus ou moins exclus. Et en les excluant, je les ai quand même étudiés. Donc en fait, si vous voulez, mon état de l'art, c'est la somme de cela et de ceci. Ça faisait quand même pas mal de jeux à disséquer. Donc, dans ce panel, on retrouve les Heroes et les Age of Wonders dont je vous ai parlé, le Spellforce classique, mais vous avez également Banner Saga et Into the Breach, qui sont les jeux minimalistes. Donc on va en parler de ces deux-là parce que c'est eux qui intègrent, enfin qui font entrer le minimalisme dans les jeux de stratégie et dans les tactical RPG et de deux manières complètement différentes, tout aussi intéressantes. Mais du coup, ça me donnait des pistes de réflexion. Euh, du côté de Song of Conquest, en fait, c'est un Heroes Might and Magic qui prend acte des faiblesses de la licence, notamment concernant les armées. Parce que je vous le disais, dans Heroes Might and Magic, on a des groupes d'unités qui sont potentiellement illimités en termes de nombre. C'est-à-dire que chaque semaine, donc tous les 7 tours, vous pouvez recruter de nouvelles unités. Et comme il n'y a pas de limite maximale au nombre d'unités que vous avez, la stratégie idéale, en gros, c'est de ne rien perdre et d'attendre que vos adversaires s'empalent pour venir leur rouler dessus. Globalement. Donc dans Song of Conquest, vous avez une limite d'unités. Enfin, vous avez une limite à vos escouades, en gros. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez être maxé. Donc vous n'allez pas pouvoir simplement économiser vos troupes à l'infini. Il y a également une mécanique que j'ai récupérée des Heroes Might and Magic. En fait, il y avait deux grandes familles. Il y a deux grandes familles de gestion tactique, que ce soit dans les tactical RPG ou dans les jeux de stratégie en tour par tour. Ça tient au positionnement tactique. Dans la première famille, le positionnement tactique n'existe pas. C'est-à-dire que vous allez attaquer, quand vous attaquez une unité, il va éventuellement y avoir une riposte. Mais c'est tout. Il n'y a pas de verrouillage au corps à corps, il n'y a pas de backstab, il n'y a pas de bonus de hauteur. Tout ça, toute cette gestion de l'environnement ne rentre pas en compte en fait. A l'inverse, quand vous jouez à un Age of Wonders, vous avez des zones de contrôle, exactement comme dans un Baldur's Gate par exemple. C'est-à-dire que si une unité cherche à passer dans la zone de contrôle de l'une de vos unités, bah, il y a une attaque d'opportunité gratuite. Il y a également des ripostes, si vous backstabez, vous faites beaucoup plus de dégâts. Donc ça, pour ceux qui sont connaisseurs des jeux de rôle de manière générale, souvent il y a cette notion de positionnement qui va être important et qui va être d'autant plus important que vos équipes elles sont réduites. De mon côté, et compte tenu de l'impact des jeux dits minimalistes, j'ai choisi d'être
en fait, de respecter cette approche minimaliste et donc de ne pas avoir de positionnement tactique. Ce qui ne veut pas dire factuellement qu'il n'y en ait vraiment pas. Parce que, comme vous pourrez le voir sur les screens du jeu, le fait de bloquer une position, le fait de bloquer une position en particulier, bah, ça reste du positionnement tactique, mais à un niveau bien inférieur à ce qu'un Age of Wonders peut proposer. Et du coup, vous pouvez vous étonner de la présence de civilisation présent ici, mais civilisation, concrètement les combats, reprennent exactement le même problème que dans les Age of Wonders, à savoir que vous devez déplacer toutes vos unités, les faire tout agir, que ça prend un temps long. Il n'y a pas de zone de contrôle. Pardon, mon chat fait des siennes. Je me demandais si j'allais devoir la mettre de côté, enfin l'enfermer, j'aurais peut-être dû. Donc, oui, il n'y a pas de positionnement tactique, dans le sens où il n'y a pas de zone de contrôle. Mais par contre, il y a quand même un impact de la case sur laquelle se trouve l'unité, pour donner notamment un bonus défensif ou un malus d'attaque. Bref, il y avait des informations à tirer pour moi dans un civilisation, juste sur la partie combat. Parce que là, je rappelle, on parle uniquement du combat tactique. On parle pas de tout l'aspect gestion d'Empire à côté. Euh... J'ai vu tes messages, Tintin. Globalement, je mettrai mes diapos en ligne. Mais pour ce qui est des références, quoi qu'il y en ait relativement peu, puisque je me nourris essentiellement de mon expérience personnelle, quand il y en a, je les mettrai. Voilà. Donc, le dernier jeu qui fait partie de mon panel est un jeu de stratégie en temps réel. Qui en plus mixe des éléments de RPG. Et on pourrait se dire que du coup il n'a rien à faire là. Mais, impact du minimalisme. Dans les Heroes Might and Magic, vous avez des caractéristiques, des statistiques d'attaque et de défense pour vos unités. Dans Age of Wonders, vous avez des statistiques de dégâts. Enfin, vous avez aussi une statistique de dégâts. Donc vous avez attaque, défense et dégâts dans les Heroes. Et plus précisément, vous avez dégâts minimal et dégâts maximal. Donc quand je vous disais qu'ils en faisaient des tartines avec les caractéristiques, je n'exagérais pas. Dans les Age of Wonders, vous avez une statistique de dégâts et une statistique d'armure. Mais vous avez également des dégâts magiques et de l'armure magique. Bref, beaucoup de stats. Dans Warlord, il y a une statistique de combat qui réunit l'attaque et la défense. Et en gros qui se compare directement au combat des adversaires lorsque vous cherchez à les attaquer. Et ça, cette mécanique de combat, je voulais la récupérer parce que je la trouvais intéressante. Voilà, elle permettait de fusionner deux statistiques en une seule. Je trouvais qu'il y avait moyen de faire quelque chose. En plus, j'avais pas envie d'avoir de range de dégâts. Enfin, pas au sens de Heroes. C'est-à-dire que Heroes vous donne vraiment des dégâts minimum et des dégâts maximum. Et en gros, en comparant l'attaque de l'attaquant à la défense du défenseur, vous avez quel dégât dans cette range va être infligé par chacune de vos unités. Quand je vous disais que le combat était relativement prise de tête. Voilà. Donc, Warlord proposait une solution élégante pour gérer ça, et il proposait également une solution élégante du côté de l'armure. Donc je me suis demandé si j'allais pouvoir l'utiliser du côté de l'équilibrage notamment. Et spoiler alerte, non, mais il m'a quand même appris des trucs. Bon, pour tous ceux que je n'ai pas retenus, déjà, une seconde de silence. Et puis ensuite, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles je ne les ai pas retenus. De manière générale, dans les Eggs of Steel, on passe dans la grosse stratégie en tour par tour qui fait tâche. Vous avez exactement le même reproche que je faisais aux Age of Wonders. À savoir que vous devez déplacer toutes vos unités en même temps, ça prend un temps dingue, il y a plein de sous-paramètres à gérer, il y a plein de statistiques à gérer. Comme je vous le disais, le minimalisme et les acquis du minimalisme ne me permettaient pas de suivre cette voie-là.
Dans Age of Wonders Planetfall, on a une personnalisation plus importante des unités, où notamment on peut personnaliser l'équipement. En fait, on peut ajouter des modules à ces unités à titre individuel. Ce qui, si vous avez suivi ce que je vous disais tout à l'heure à propos des armées, ne me convient pas du tout. Vu que moi, mes unités, elles sont. Je mets pas le focus dessus. Je veux pas qu'elles aient des équipements, qu'elles aient des montées de niveau, ce genre de trucs. Bon, vous avez les Tactical RPG façon XCOM. Phoenix Point étant un remake de XCOM par certains des développeurs en plus, donc. Mais ça va dans ce sens-là. Eux, ils mettent un pourcentage de chance de toucher. Et ça, typiquement, ça fait partie des choses que je ne voulais surtout pas. Bon, outre le fait qu'il y a encore de la montée de niveau, de la personnalisation des unités, etc. Le fait qu'il y ait du random dans votre capacité à toucher les gens, bah, je savais d'office que je n'en avais pas envie. Et les XCOM me font bien comprendre pourquoi. C'est-à-dire que dans l'aléatoire, il y a une forme de frustration et de destruction de vos plans potentiels. Alors certes, vous pouvez me répondre que l'adaptation fait partie de la stratégie, y compris l'adaptation aux échecs. Mais tous les joueurs de Warhammer ou de Warhammer 40 000 qui m'écoutent en cet instant savent que faire une chier de 1 sur tous ces DD squads, c'est jamais agréable. Jeu de stratégie ou pas. On sauvegarde et on recharge. Ouais, pour l'aléatoire. Donc oui, Jogo, a priori, peut confirmer ce que je dis. Bon, vous avez évidemment les Fire Emblem. Vous avez The Iron House, qui est un tactical RPG pixel art, très beau, très intéressant, assez gritty, donc assez difficile. Intéressant au niveau de sa manière de gérer les positionnements. C'est-à-dire que vous n'avez pas de... Ouais. Mais en tout cas, qui rentrait pas dans ce que je voulais. Et globalement, tous les jeux qui sont ici, je vais pas vous faire l'inventaire de pourquoi ils matchaient pas. Malgré le fait que ce soit des bons jeux, de manière générale. Juste, ils ne marchaient pas dans ce que je voulais faire. Donc, j'ai mon panel. J'ai mes exclus. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal poncé les différents opus qui font partie de mon panel. Là, je vais vous montrer un exemple de comment on dissèque un titre en particulier. C'est ce que j'appelle la première passe de design. Donc moi, les titres que j'allais disséquer en priorité, ils étaient relativement logiques. Parce que, comme on l'a vu 15 slides plus tôt, je les avais déjà définis à l'avance. Maintenant, la question, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils impliquent? Et donc, un Heroes Might and Magic, qu'est-ce qu'il implique à l'échelle du combat? Déjà, il implique qu'à la fin du tour, enfin que l'unité termine son tour, dès qu'elle utilise une compétence ou dès qu'elle se déplace. Moi, je retiens la partie dès qu'elle utilise une compétence, parce que je trouve que c'est très intéressant. Si on veut quelque chose de réactif, quelque chose qui se joue bien, qui se prenne bien en main, qui soit assez évident, assez clair, bah, cette idée de j'utilise une compétence, mon tour s'arrête, je trouve qu'elle est idéale. Par contre, le fait que notre tour s'arrête dès qu'on s'est déplacé, c'est peut-être un petit peu rude. C'est peut-être compréhensible pour les archers, mais bah, du coup, il y a une granularité qui passe pas. Côté unité de corps à corps en particulier. Parce que souvent on a envie de pouvoir se déplacer simplement et ensuite de pouvoir utiliser sa compétence, attaquer, etc. Je retiens la grille hexagonale. Je retiens le fait que toutes les unités aient des compétences différentes. Ça pour moi c'est super important. Donc toutes mes unités ont des capacités et ça c'est... Mais d'un autre côté, dans Heroes Might and Magic, ces capacités elles sont pas toujours claires. Elles le sont même... Souvent vous avez besoin d'un wiki en fait pour avoir les capacités de toutes les unités. Ce qui est chiant. Voilà, disons-le. Donc comme vous pouvez le voir, je voyais quand même des éléments retirés. Il y a également l'idée de la riposte.
toutes les unités dans Heroes Might and Magic ont une riposte par tour. Certaines en ont plus. Voilà. Certaines, en attaquant, ne produisent pas de riposte chez leur adversaire. Toujours est-il que cette mécanique de la riposte, elle est quand même centrale. Et évidemment, vous avez également le fait qu'il y ait des commandants extérieurs, des chefs d'armée qui peuvent éventuellement agir sur le combat. Alors, Tintin, cette question ne correspond pas à la présentation. Donc, si tu en as d'autres dans ce style, je te recommande. Donc, si tu te rends bien compte qu'elles sont extérieures à la présentation, je te recommande de les garder pour éventuellement après. Voilà. Si. Euh... Sinon, ça va faire une parenthèse à la Jogo, on va plus s'en sortir. Euh, Mais du coup, la riposte, ça me semblait intéressant et important. Donc, ça fait partie des trucs que j'ai gardés et qui auraient clairement mérité de figurer sur cette side. À côté de ça, comme je le disais, les Heroes Might and Magic, bah, il y a un certain nombre de points noirs. Et je ne parle pas du fait, même si ça pourrait être le cas, que à partir du 5, ils fassent des grilles carrées et plus hexagonales. Hexagone, mon amour. Euh... Donc voilà, comme je vous le disais, niveau point noir, vous avez le fait que déplacer une unité, ça mette immédiatement fin à son tour, et qu'on puisse pas la déplacer puis utiliser une compétence. Vous avez le manque de clarté, vous avez le fait que le calcul des dégâts soit extrêmement complexe, vous avez le fait que les escouades soient illimitées en nombre, et ça, clairement, bah, typiquement, pour l'équilibrage, c'est horrible. C'est... Comment vous voulez équilibrer un système de manière cohérente entre... Alors que vos valeurs, elles peuvent être multipliées par 1, et par 12 500, et par tout ce qui est entre les deux. Genre, vraiment, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, je voulais pas ça. Définitivement. Et en plus, bon, autant la série des Heroes Might and Magic est un pilier du genre, autant il manque quand même certains éléments basiques. Du style, au niveau de l'interface, les turn order, là vous voyez qu'il y en a un sur Heroes Might and Magic 5. Sur Heroes Might and Magic 3, il n'y en a pas. Il a fallu attendre sa deuxième extension, qui ne figure pas dans l'officiel, donc je me suis toujours demandé si c'était pas une extension amateur d'ailleurs, pour qu'elle ait un turn order. Voilà, c'est vous dire. Euh... Donc voilà, ça c'était des points noirs qui faisaient que, bah, basiquement, il fallait que j'en tienne compte pour créer mon propre concept. Ok, round 2. De quoi on peut s'inspirer dans Age of Wonders? Bon, il y a des attaques stratégiques, mais... Enfin, il y a un positionnement stratégique, mais comme je vous l'ai dit, ça me convient pas. Par contre, le fait que la montée en puissance se fasse par la qualité de vos unités, et par le remplacement du coup des unités dans vos armées, plutôt que par une simple multiplication du nombre d'exemplaires, ça c'est chouette. Le fait qu'il y ait des grandes armées, c'est intéressant aussi. Le fait que... Alors, ils ont une mécanique de siège qui est super chouette, en l'occurrence, où vous avez... là, vous le voyez sur le premier screen. Vous avez des murs, en fait, et les unités, elles peuvent escalader les murs. Mais vous pouvez aussi avoir des armes de siège, ou des unités de siège, de manière générale, qui vont pouvoir taper les murs. Sinon, en temps normal, les unités ne peuvent taper que les portes. Et donc, il y en a plusieurs, histoire de fournir différents accès possibles. Mais l'escalade des murs est vachement intéressante et innovante par rapport aux Heroes Might and Magic. Ou comme vous pouvez le voir, là en fait vous avez des catapultes qui sont générées au début des combats de siège et vous tirez du coup sur la catapulte va tirer plus ou moins automatiquement sur les murs. Là dans Age of Wonders, c'est des unités à proprement parler. Autre point très intéressant, ils ont des héros, mais les héros ils sont actifs en combat, c'est des membres d'armée à part entière. Là où dans Heroes Might and Magic, vous avez des commandants. Les héros sont des commandants qui vont gérer le champ de bataille, mais ils vont pas réellement intervenir directement. Ils n'ont pas leur propre point de vie. Ils peuvent avoir des actions à faire, notamment des sorts à lancer, mais ils restent à l'extérieur. Pas le cas dans Age of Wonders, et ça, c'est intéressant. C'est un truc que j'ai retenu.
Point noir. Bon bah, vous avez les mêmes statistiques complexes que dans Heroes. C'est pas les mêmes, mais il y en a quand même. Et mais vous avez un nombre de capacités et de compétences par unité qui est complètement démentiel. En fait, ils ont un système de tag qui est intéressant et qui permet de bien prendre en main le système quand vous commencez à le maîtriser. Mais comme les compétences sont affichées exactement de la même manière que les tags et qu'il y a un nombre limité de compétences affichées à l'écran, bah dans certains cas, vous êtes obligé de retourner dans le menu de l'unité. Donc vous devez faire clic droit, ouvrir une fenêtre, accéder à l'unité, parce qu'en fait, toutes ces compétences s'affichent pas. Genre, à quel moment vous faites ça? Surtout après, et je vous le disais, la sortie de jeux minimalistes tels que The Banner Saga ou Into the Breach. Alors, ils sont minimalistes de deux manières différentes. On va commencer par vraiment celui qui va le plus à l'essentiel, à savoir Into the Breach. Dans Into the Breach, vous avez des points de vie, des points de dégâts, et éventuellement des compétences de mouvement. Vos unités ne vont pouvoir l'utiliser qu'une compétence par tour, ça met fin à leur tour. Chacune de leurs compétences va avoir un nombre fixe de dégâts, qui est un pattern entre guillemets, enfin un pattern général limité, et c'est tout. Du côté de l'IA ennemi, ils ont aussi eu une bonne trouvaille, mais du côté du fonctionnement général du système, ce n'est que ça. Vraiment, la simplicité à son paroxysme. Vos mecs, du coup, vous en avez au maximum 3 à jouer en même temps. Donc 3 actions maximum par tour. En plus du mouvement éventuellement, hein, mais voilà. Et vous avez une petite action de réparation possible, qui notamment vous permet de vous débarrasser de certains effets d'état bien chiants. Et donc au niveau de l'IA, si vous n'y avez jamais joué, en fait vous savez ce qu'elle va faire. C'est-à-dire que c'est à chaque tour, les actions des différentes unités ennemies vous sont montrées pour le prochain tour. Donc vous savez ce qu'elles vont faire, c'est à vous de vous adapter pour éviter de prendre des dégâts et remplir vos différents objectifs. Du côté de Banner Saga, vous avez... je précise, si la présentation d'un jeu enfin si parmi les présentations de jeux que je vous fais, il y en a qui vous interrogent ou vous comprenez pas ce que je dis ou vous avez besoin de développement, vous demandez, hein. Je suis là pour ça. Euh, donc, dans The Banner Saga, vous avez les caractéristiques qui sont ici. Vous voyez qu'il y en a relativement peu. En fait, vous en avez que deux essentiels. L'armure et la force. La force, c'est à la fois votre vie et vos dégâts. C'est-à-dire que si vous êtes blessé, vous infligez moins de dégâts. Ce que je trouve personnellement super chouette. C'est-à-dire que on a vraiment cette fusion absolue des différentes compétences. Là, vous avez également des points d'éclat, en gros, qui vous permettent de faire des actions exceptionnelles. Ça, c'est votre limite de points d'éclat utilisables par tour. C'est-à-dire que pour une même action, vous ne pouvez pas utiliser plus de 2 points d'éclat. Ça, c'est votre capacité de destruction d'armure. C'est-à-dire que quand vous attaquez, soit vous visez l'armure d'un adversaire, soit vous visez sa vie. Si vous visez sa vie, c'est votre vie slash puissance moins son armure égale le nombre de dégâts que vous infligez. Si vous visez son armure, vous faites des dégâts fixes. Donc ici, lui, 2. Vous faites des dégâts fixes. Voilà. Sachant que vos compétences peuvent avoir des patterns différents de la même manière que pour Into the Breach. Vos unités, vous pouvez les améliorer entre deux batailles. Vous gagnez des points d'expérience en fonction de votre résultat. Et je ne me souviens plus de ce que fait ce petit éclair violet. Mais bon, déjà, avec le reste, vous avez l'essentiel du système. Et avec ces deux systèmes, vous avez déjà un nombre de variations prodigieux. Notamment parce que vous avez une notion intéressante,
enfin plutôt une manière intéressante de revisiter le positionnement stratégique. C'est-à-dire que les cases ne vont généralement plus vous donner d'avantages ou d'inconvénients. Il y a des exceptions évidemment, par exemple dans Into the Breach, les forêts peuvent s'enflammer si elles subissent des dégâts et donc enflammer les gens qui sont dessus et infliger des dégâts permanents en plus de vous brûler la gueule, sur le coup. Pardon. Mais en plus, vous allez pouvoir repousser les ennemis, les faire tomber dans l'eau, et en fait c'est plus sur ce... L'important n'est plus posé, enfin n'est plus mis sur une zone de contrôle ou un backstab. Elle est mise sur comment vous positionnez vos unités et comment vous déplacez des unités de l'adversaire via des compétences de mouvement. Et ça, c'est un concept qui est, en tout cas, qui résonne beaucoup de mon côté et qui a une importance concrète dans mon projet. Ok. Est-ce que jusque-là c'est clair? Ok. Bon, ça a l'air. Ok. Bon, bah. Donc, comme je le disais, les acquis du minimalisme, bah, d'une part, c'est sa simplicité statistique. Ils ont prouvé que les tacticals n'avaient pas besoin d'avoir beaucoup de caractéristiques pour être reconnus comme tels. Je n'ai rien d'autre à dire que amen là-dessus. Vous avez également des actions qui sont peu nombreuses, qui sont lisibles et qui sont simples. Donc on a un travail supplémentaire sur l'ergonomie, sur la clarté des interfaces, vous avez des pop-up dédiés qui apparaissent, vous avez un effort concret mis sur l'explication, notamment dans Into the Breach. Vous avez... Oups. Dans Into the Breach, vous avez, lorsque vous prenez une nouvelle compétence, vous avez des pop-up, des petites vidéos pop-up qui vous montrent exactement quel est l'effet. Genre vraiment, clarté maximale. Et donc la réinvention du positionnement tactique, ce que je vous disais précédemment. Donc en fait, le contrôle du terrain ne passe plus du tout par les mêmes concepts. Et ça, il y a très très peu de jeux qui se le sont réappropriés pourtant. Dans Age of Wonders Planetfall, il y a un tout petit peu de ça. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des attaques qui vont repousser les ennemis notamment. Mais les repousser d'une case. Hein. C'est pas... Vous avez aussi quelques sauts. Mais c'est tout. Ok. Non, je ne peux pas voir ça, c'est l'équilibrage. Non, je déconne, évidemment. On va parler maintenant de l'équilibrage. Et quel équilibrage? Donc ça, c'est un exemple de tableur Excel auquel vous pouvez... Est-ce que quelqu'un peut filer le lien de ma précédente conférence à Tintin? Ça répondra mieux à sa question que celle-ci. Donc, équilibrage. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris avant tout des éléments de Heroes Might and Magic. Pourquoi Heroes Might and Magic? Bah parce que, globalement, ils avaient quand même un modèle qui m'intéressait de caractéristiques. Alors, j'aurais dû mettre la colonne d'au-dessus qui montrait... alors, est-ce que... Ok, première colonne, c'est le niveau des unités. Deuxième colonne, c'est leur attaque, puis leur défense, leur dégâts minimum et maximum, c'est les deux colonnes qui sont un peu plus blanches, puis leur point de vie, leur vitesse de déplacement, le nombre d'unités qu'on peut recruter chaque semaine, et chaque semaine, leur valeur pour l'IA, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'elle calcule les dégâts qu'elle vous inflige en cas de bataille automatique, et leur valeur en thunes. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était la valeur en thunes. C'est-à-dire que j'ai essayé de créer euh, des équivalences gold, comme vous pourriez en faire sur League of Legends. C'est-à-dire que sur League of Legends, vous pouvez calculer que
Globalement, la valeur d'un de puissance physique est à, si je ne dis pas de bêtises, 10 gold. Et bien, partant de là, vous pouvez établir l'intérêt de tous les objets du jeu en créant une équivalence gold. C'est une manière de rétro-ingénierer euh, on... Ouais, on va mettre le lien de la précédente conférence, vous en faites pas. Donc de manière générale, je cherchais à créer une équivalence gold parce que en rétro-ingénierant ça, ça m'aurait permis de créer des unités sur mesure. Le problème, c'est qu'ici, cette notion de prix, je ne l'ai pas tout à fait, et que moi, ma première priorité, c'était de faire des unités qui soient équilibrées les unes avec les autres, de faire un premier panel d'unités, en fait, qui soient équilibrées les unes avec les autres. Et autre problème, comme vous pouvez le voir de manière systématique, en fait, là, j'ai pris des unités qui viennent de la même ville. Et le problème des unités qui viennent de la même ville, c'est qu'elles ont tout un niveau, et que chaque ville n'a qu'une unité de chaque niveau. Je crois que ça va jusqu'au niveau 7, si je dis pas de bêtises. Donc, basiquement, comparer une unité de niveau 1 à une unité de niveau 4, c'est une comparaison qui ne marche pas vraiment. Parce que, comme l'unité elle est de niveau 4, la croissance, donc le nombre d'unités potentiellement recrutables, va influer drastiquement l'efficacité de l'unité. Et en fait, il y a trop de facteurs à prendre en compte. Et je me suis cassé les dents là-dessus. Et du coup, lorsque j'ai fait mes premiers modèles, et mon premier modèle n'était pas satisfaisant du tout. C'est-à-dire que j'obtenais des unités qui n'étaient pas équilibrées les unes avec les autres. Comme vous pouvez le voir, les valeurs de points de vie notamment étaient beaucoup trop basses. Les valeurs de points de vie étaient inspirées du coup des unités de niveau 1, mais le truc c'est qu'en fait du coup elles mouraient trop vite. Au premier coup elles mouraient. Et ça faisait ça faisait un effet de snowball absolument ahurissant. Donc dès qu'il y avait les premiers morts, les squads d'en face gagnaient un avantage trop conséquent. C'est ça le snowball. Oui, donc vous l'avez peut-être compris de ce que je disais, moi je fonctionne avec un système d'escouade. C'est-à-dire que, comme dans Heroes Might and Magic, on peut avoir plusieurs unités d'un même type à l'intérieur d'une escouade, mais contrairement à Heroes Might and Magic, mes escouades elles sont réduites en nombre. En l'occurrence, c'est un maximum de 4, en moyenne, de 4 unités. Et le maximum total, il est à 6. Donc vous pouvez jamais avoir plus de 6 unités d'un même exemplaire à l'intérieur d'une escouade. Euh... Donc, vous avez un système de les unités mouraient trop vite. Vous avez un maximum de 6 unités dans une escouade. Et voilà. Donc, j'ai également essayé à ce stade de faire une équivalence, de faire la même équivalence gold avec les unités de Warlord Battlecry. Vu qu'en plus elles avaient cette valeur de combat qui m'intéressait tant. Et ça n'a pas marché non plus, mais pas pour les mêmes raisons. Ça n'a pas marché. Enfin, partiellement si. Ça n'a pas marché parce que l'équilibrage de Warlord Battlecry en fait est fait avec les pieds. Et je ne le savais pas. Et je l'ai découvert. Enfin, je m'en étais pas rendu compte en tant que joueur. Mais en décortiquant les différents éléments, je pouvais quand même comparer les unités d'un même niveau, y compris vis-à-vis de leur prix. Et du coup, je pouvais me rendre compte qu'il y avait des unités d'un même prix qui étaient drastiquement moins inférieures, enfin, drastiquement inférieures à d'autres. Et c'était pas intéressant du coup. Par contre, les hits, c'est les hit points, donc les points de vie de l'unité. Et notez bien qu'ils sont aux alentours de 40. Et si on regarde le screen précédent, vous verrez que le Swordman, il était à 35. 35 points de vie. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a donné une idée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des unités de Heroes Might and Magic, mais plutôt que de les prendre à des niveaux différents et essayer de faire mon équivalence gold, je les ai prises au même niveau, comme vous pouvez le voir. Donc là, les unités de Heroes Might and Magic peuvent avoir une amélioration, donc là vous avez à chaque fois l'unité simple et l'unité améliorée. Et du coup, j'ai regardé. Et là, comme vous pouvez le voir, elles ont globalement les mêmes valeurs en points de vie. Elles ont globalement les mêmes valeurs en attaque, en défense,
en dégâts minimum et maximum, avec des capacités différentes, mais capacités dont moi je me moquais bien. Ils ont la même, euh, le même nombre d'unités qui sont produites à chaque semaine, enfin qui peuvent être recrutées chaque semaine. Bref, en fait, ces unités, elles sont comparables les unes avec les autres. Et si j'ai pris ces quatre-là, c'est pas pour rien. Le Swordman, l'épéiste, c'est l'archétype de l'unité équilibrée. Le mage, c'est une unité à distance. L'ogre, unité plutôt offensive. Le basilic, unité plutôt défensive. Alors on peut argumenter que certaines sont un peu meilleures, un peu moins bonnes, mais j'avais quand même ma base d'équilibrage. Et ça, je peux vous assurer que ça m'a fait gagner un temps de dingue sur mon équilibrage. De là, j'ai pu récupérer du coup des valeurs type, et en fait, ce que j'ai commencé par faire, c'est que je les ai transvasées à mon propre système. Donc, j'ai fait la moyenne de l'attaque et de la défense pour obtenir le combat. J'ai fait fait la moyenne de leurs dégâts minimum et de leurs dégâts maximum pour leurs dégâts. Les points de vie n'ont pas changé, et la vitesse. Et en fait, c'est cette base, donc cette base réinterprétée, mais qui ressemble quand même énormément à aux colonnes d'au-dessus, hein, qui m'a servi à créer mes propres unités. Donc vous avez en premier les enragés, qui sont une unité plutôt offensive, qui a une capacité frappe berserk, qui inflige plus de dégâts, mais au prix d'un petit peu de santé, avec une certaine recharge. Ils se déplacent relativement vite, ils ont pas mal de points de vie, ils sont globalement solides. J'ai également incorporé un système d'armure, qui lui est inspiré par Warlord, Battlecry. En gros, dans Warlord, l'armure, elle correspond à des dégâts absorbés sur chaque attaque. Et là, j'ai fait globalement la même chose. Sur chaque attaque, vous allez absorber votre armure fois le nombre d'unités dans les squads qui vous attaquent. S'il y a 4 unités et que vous avez 1 en armure, vous allez absorber 4 points de dégâts. Si vous avez 3 en armure et qu'il y a toujours 4 unités, bah vous allez en absorber 12. Voilà, c'est calcul simple, prévisible. Donc, unité offensive, les enragés. Unité défensive, les lanciers. Vous avez les archers. Et les archers, vous pouvez voir que déjà la première rupture de paradigme avec Heroes Might and Magic. Moi, mes archers ne peuvent pas se déplacer et tirer, et ils n'ont pas de riposte. Et en plus, ils ont beaucoup moins de vie que les autres. Là où ils n'ont pas sensiblement moins de vie que les autres dans Heroes Might and Magic. Enfin, ok, si vous les comparez aux ogres mages, ils en ont moins. Mais si vous les comparez aux basiliques ou aux épéistes, bah, c'est raisonnable. Non, moi j'en ai vraiment fait des unités qui sont squishy, qui n'ont pas de riposte, donc qui sont pas efficaces au corps à corps, et qui en plus peuvent pas se tirer en se déplaçant. Donc des unités qui sont faites pour rester statiques. Mais par contre, je leur ai laissé un gros potentiel de dégâts qu'ils n'avaient pas dans Warlord. Dans Warlord Battlecry, si vous regardez, ils ont toujours le même potentiel de dégâts que les autres unités, mais en fait, leur combat est ridicule. Et comme vos dégâts sont déterminés par la comparaison du combat avec le combat des autres unités, ça fait que vous avez un modificateur à chier sur vos dégâts. Votre modificateur, il va être globalement à x0,5, donc vous infligez 2 fois moins de dégâts. Voilà, c'est pas faramineux. Et pour finir, vous avez les coureurs, qui sont du coup des anti-archers. C'est-à-dire que les coureurs, ils ont une capacité de bond qui ne va pas faire de dégâts, mais qui va réduire le mouvement de tous les gens, enfin de toutes les escouades autour de leur destination. Et comme les archers, quand ils se déplacent, ils ne peuvent plus tirer, bah du coup ça les empêche de tirer, vu qu'ils ont perdu des points de mouvement. Alors, tu t'es pas demandé pourquoi tu t'es pas rendu compte. En fait, je m'en suis pas rendu compte pour plusieurs raisons. La première, c'est que. Ah, donc, Jogo me demandait pourquoi je m'étais pas rendu compte que l'équilibrage était foireux dans Warlord Battlecry. La première raison, c'est que j'étais jeune quand j'ai joué à ce jeu. Il y a l'amour qui rentre en ligne de compte. D'ailleurs, si je l'ai racheté, genre je l'ai racheté il y a 4 ou 5 jours par pure nostalgie. Donc, être objectif sur ce jeu, avant d'en faire une analyse poussée, c'était difficile.
Il y a un autre point qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il y a des héros dans Warlord Battlecry, donc c'est un mixte entre jeu de stratégie en temps réel et jeu de rôle, où vous avez un héros qui va évoluer de mission en mission, qui va gagner en niveau, dont vous pouvez changer l'équipement, et en fait ces statistiques influent sur le jeu. Et de manière générale, quand votre héros est suffisamment pété, vous pouvez littéralement l'envoyer tout seul, tout détruire en face, et il n'y aura pas de résistance. En tout cas dans Warlord Battlecry 3, parce que le jeu est tout pété. Mais du coup, le jeu était tellement tout pété, avec cette notion de héros, que j'étais passé à côté de la partie tout pété avec les unités. Voilà. Warlord Battlecry 3, malheureusement... Ah, non, c'est ce qui me rend nostalgique. Il est... En fait, le 2 est injouable pour d'autres raisons. Et le 3 est une très mauvaise mouture du 2. Ils ont sorti le 3 en rush pour essayer de contester Warcraft 3. Euh, Comment dire que ça s'est pas bien passé pour eux. Mais bref. Le résultat Et bah, le résultat, je vais vous le montrer en direct. Je vois qu'il y en a qui sont partis. Dommage pour eux. Ils ratent le plus marrant. Je vous présente Apocalyptica. Donc le fameux jeu dans toute sa splendeur sur lequel je travaille. Et donc là, plus précisément, vous avez une map tactique d'Apocalyptica. Enfin, à quoi ressemble une map tactique sur Apocalyptica. Donc, évidemment, ce n'est qu'un prototype. Les unités... Donc là, si je commence le combat... Alors, j'ai pas mis toutes les unités, parce que je voulais pas vous les montrer toutes. Mais si je commence le combat, les unités vont se répartir directement sur leurs différents spots. Donc, hop là. Donc en fait, vous voyez qu'il y a des spots de départ, un peu comme dans Heroes Might and Magic en fait. Les unités, elles sont positionnées artificiellement sur le plateau. Le joueur qui joue... Alors là, il y a mon menu qui cache un petit peu, mais vous voyez quand même la couleur du joueur actif. Vous avez les unités de chaque équipe dans notre bar. Si je déplace une unité, hop là, ouais, on va juste lui faire terminer son tour. Donc là, l'IA en face décide d'une unité. Elle décide souvent que ce soit l'archer qui commence parce que c'est lui qui a le plus gros potentiel de dégâts. Il le déplace. Moi, de mon côté, je prends une de mes unités. J'utilise une compétence. Ah. Donc là, vous voyez, les dégâts que j'ai infligés, il y a eu un petit mort. Donc à l'origine, il y avait 3 membres d'escouade. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Ça a réduit la vie maximum de l'escouade. Donc niveau caractéristiques, j'ai mon armure, le combat d'une unité dans l'escouade, le combat de toutes les squads. J'ai également un prix en commandement. En fait, c'est ma notion de turn order. Je vous disais précédemment que j'étais pas satisfait des turn order classiques qui vous permettaient pas de choisir quelles unités vous pouvez jouer. Là, du coup, ce que j'ai, c'est que j'ai un prix en commandement pour les différentes unités. Plus vous avez... Enfin, pour les différentes escouades. Plus vous avez d'unités dans l'escouade, plus le prix en commandement de l'escouade est important. Donc là, vous avez le prix en commandement unitaire, donc d'une unité dans l'escouade, le prix en commandement de toutes les squads. Vos points de commandement sont affichés ici, en haut. Et vous pouvez déplacer des unités tant que vous ne dépassez pas de votre valeur de commandement. Dès que vous dépassez de votre valeur de commandement, vous pouvez quand même finir de déplacer votre unité, mais ça passe autour de l'autre. Et l'autre camp a un bonus de points de commandement. Donc il va pouvoir déplacer plus d'unités à son tour avant que ce soit à nouveau le vôtre. Par défaut, vous avez 4 points de commandement. Ah bah Joko découvre. Et non, ce n'est pas un tunnel de vente. Comment tu veux que je fasse un tunnel de vente avec un jeu gratuit? Voilà. Donc voilà comment fonctionnent globalement les unités. Là vous voyez que si là j'ai des soldes qui peuvent coûter un peu plus de points de mouvement. Donc ici celui-ci il en vaut 2, celui-là il en vaut 3. Si je déplace mon unité, mon tour ne s'arrête pas. Nous ne sommes pas dans Heroes Might and Magic. J'utilise ma compétence. Ah là d'ailleurs, sur la petite partie là carrée que vous pouvez voir, donc vous avez une petite explosion qui montre les dégâts. À côté vous aurez les patterns de la compétence, puisque si ce n'était pas évident, ce que vous voyez c'est un work in progress, ce n'est pas le jeu final. Vous avez également le prix en points de vie pour utiliser la compétence,
une petite description. Allez, on utilise celle-là. Comme vous pouvez le voir, il y a une riposte. Donc, il y a eu les 3 points de dégâts que j'ai perdus, et puis ensuite, il y a eu la riposte de l'attaque. Le chiffre bleu, c'est les dégâts absorbés par l'armure. Donc, tout est inscrit. J'ai essayé de faire vraiment le plus clair et le plus ergonomique possible. Même si j'ai encore du travail, évidemment. Donc là, je déplace mon unité. L'IA déplace la sienne. Globalement, une de ces escouades vaut 6. Donc, et pareil, les miennes valent 6. Donc en fait, je leur donne un bonus de 2 points de commandement à leur tour quand je termine le mien. Mais elles m'en donnent pas, logiquement. Donc là, pareil, je réplique. Et voilà, du coup, ce que ça donne. On peut en discuter. Merci Tess. Mais voilà, c'est loin d'être terminé. Mais comme ça, vous avez eu un premier aperçu du résultat et de ce que ça peut donner. Donc là, mes prochaines étapes, c'est des améliorations au niveau de la mise en forme. Je voudrais que ce soit plus clair du côté de la barre de vie, par exemple. Euh, Qu'il y ait des petits crans qui montrent bien à quel moment tu fais suffisamment mal pour tuer une unité en face. Je voudrais aussi qu'au niveau des contrôles, ce soit un peu plus intuitif. Notamment pour le déplacement de la caméra. À l'heure actuelle, ça se fait uniquement sur les touches ZQSD. Donc je voudrais que ce soit aussi via le curseur, de plusieurs manières différentes. Bref, ce genre de petits quality of life qui doivent être améliorés. Mais comme vous pouvez le voir, c'est déjà en bonne voie. Et on en est à vos questions. Donc, je peux parler de comment j'ai fait mon IA s'il n'y a pas d'autres questions. Après, ça me semble un sujet un peu annexe, donc je pense qu'on peut la réserver pour une conversation ultérieure, sinon. Sauf si ça intéresse d'autres personnes, je sais pas, c'est à vous de voir. Ok, bon bah dans ce cas, on se réserve ça pour une prochaine conversation, Jogo. De toute façon, tu sais que ça sera avec plaisir. Ah, merci. Merci, merci. Mais comme dit, il reste beaucoup à faire. Il y a aussi tout ce qui est. En plus de tout ce qui est UX et GUI, donc interface utilisateur, en plus de tout ce qui est ergonomie, il faut aussi que je fasse des efforts sur la prise en main. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la version, vous pouvez accéder à la version. D'ailleurs, vous pouvez y jouer si ça vous intéresse. Il y a dans le canal Apocalyptica, vous pouvez télécharger une version du projet. Hop, 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 hop. Je vous mets le lien de enfin le lien vers la page Itch.io où vous pourrez télécharger le truc dans la conversation. Après, ouais, le feedback, j'ai déjà amélioré Jogo, mais effectivement, il faut que je continue, notamment au niveau du son. Mais du coup, je préfère vous prévenir, c'est que la version téléchargeable à l'heure actuelle, elle, déjà, c'est pas la dernière. C'est-à-dire que vous aurez pas, par exemple, les petites icônes lorsque vous tapez. Vous aurez juste les couleurs. Et surtout, vous aurez mon menu de debug. Ce qui fait que ce sera à vous de faire vos combats. Oui, la différenciation. Effectivement, Thaïs, tu as raison. Faut que je travaille la différenciation des unités sélectionnées, notamment. Euh, donc je vais faire un surlignage. Mais comme dit, voilà, il y a d'améliorations globales que je dois faire. Et parmi elles, du coup, faire des scénarios de combat qui fassent que les joueurs n'aient pas besoin de manipuler mon menu de debug, ni d'un tutoriel de 10 minutes pour savoir comment l'utiliser. Et big up à ceux comme Elvago qui se le sont tapés, hein, au passage. Bon, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Le
prenez le temps de les écrire, vous en faites pas. En attendant, je vous cherche la conférence que j'avais faite sur la narration, puisqu'il y a des gens qui se disaient intéressés. Le thème, c'était du narrative au quest design. Donc, j'expliquais pas à proprement parler comment faire un scénario. Par contre, je vous montrais toutes les étapes pour passer d'un vraiment d'un deep lore, déjà établir le deep lore, comment ça se passe, à une expérience concrète, jouable. Et il y a deux trois étapes. Hop, voilà. Et voilà l'élément. Est-ce que... Du coup, vraiment pas de questions? Non mais attendez, je vais avoir peur de vous avoir assommé là. Ouais, ça c'est ce que tu dis, KDK, parce que quand il n'y a pas de questions, soit c'était vraiment très clair, soit c'était vraiment pas clair du tout et personne n'ose parler. Et la plupart du temps, c'est la deuxième option. Pour ça, je flippe. Ne fais pas genre, t'es... Aïe, aïe, aïe. Le débat sur le cinéma. Déjà tenu deux fois avant même la conférence et probablement une troisième fois après. Bah, en fait, je me suis probablement égaré, oui, mais l'idée générale du cinéma, ça reste que, euh, pour moi, comme à une certaine époque du cinéma, le jeu de rôle est... le jeu de rôle, non. Si, aussi, mais le jeu vidéo surtout, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, est dans une phase de structuration. Et ça veut dire qu'il y a... oui, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Ok, on réserve ça pour une prochaine. Hmm. Je vais regarder, Thaïs, avant si s'il n'y a pas d'autres questions, effectivement. Est-ce que l'idée de l'influence de l'environnement pour le gameplay, que ce soit les bénéfices ou les inconvénients, c'en est une bonne? Alors oui, c'en est une bonne. En tout cas dans mon cas, hein. Moi, ce qui m'a intéressé en particulier, c'est le coup en mouvement, mais en fait, il y en a d'autres. Il y a par exemple le fait d'avoir des casques qui infligent des dégâts ou qui arrêtent brusquement ton tour. Ça, c'est des trucs qui sont plutôt intéressants, je trouve. Et de manière générale, ouais, de manière générale, c'est quelque chose qui sert. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans les Age of Wonders, beaucoup plus que dans les Heroes Might and Magic. Dans les Heroes Might and Magic, il n'y a pas du tout ces effets de tuiles. Et ça me manque. Après, je sais pas si j'en ferais autrement que dans la partie ça coûte des points de mouvement parce que bah, comme toujours c'est du temps de développement donc c'est un choix. Alors mon parcours études, j'aurais peut-être dû faire une partie là-dessus. Euh, à la base, en très court, prépa littéraire, double master en sciences du langage, stylistique et narratologie. Donc stylistique, ça n'a rien à voir avec les vêtements, c'est la partie micro du discours. Donc c'est de la linguistique appliquée au...
Si, à la structure des phrases, à la ponctuation, à la conjugaison, vraiment à des petits éléments qui, pris comme un ensemble, vont produire un effet sur le spectateur, ou sur le lecteur, ou sur l'interprète de manière générale. Et ça, ce qui est fou avec la stylistique, c'est que ça marche aussi bien en cinéma qu'en littérature, qu'en jeu vidéo. C'est vraiment comment créer un effet sur un lecteur à partir de micro-signes. Enfin, sur un interprète à partir de micro-signes. Et ne me lancez pas là-dessus, ça me passionne. La narratologie, c'est tout ce qui est création d'histoire au niveau macro. Donc, c'est quoi les étapes d'une histoire? Qu'est-ce que ça produit? Comment est-ce qu'on organise le suspense, la curiosité, la surprise? C'est quoi une dynamique de lecture ou ce genre de truc? Puis, suite à ça, sortie d'un jeu de rôle et d'un jeu de société, École 42, que je n'ai pas terminé parce que je me suis fait recruter en cours de route. Donc, École 42, c'est du pur dev. Euh, j'ai passé le CAPES aussi, un moment dans cette période-là, puisque le deuxième master, c'était métier de l'enseignement et de la formation, donc CAPES de français. Et donc, pour 42, j'ai fait du dev, du C, du shell, mais ouais, ça me passionnait pas trop. Et je me suis fait, ouais, encore un survivant de 42. Mais moi, j'en suis parti. Vraiment, j'en suis parti avant la fin d'études. Et en fait, je me suis fait débaucher par une boîte de jeux vidéo, donc Spiders. Et je bossais un an là-bas comme level quest designer. Euh, j'ai sorti d'autres jeux de rôle et d'autres jeux de société. Et là, tout de suite, je suis libre comme le vent, en attendant une nouvelle opportunité. Alors, les Chant of Scénar, je vois pas, ça me dit rien. Sujet de thèse d'étude, donc c'était pas une thèse, c'était une maîtrise, et c'était la stylistique de la tension narrative. Ça doit pas vous parler. La tension narrative, c'est du coup, c'est des dynamiques, c'est les dynamiques qui vous poussent à découvrir une œuvre. Que ce soit un film, un livre, un jeu vidéo, tout ça, c'est lié à la tension narrative. Donc en fait, enfin, tant qu'il y a une histoire à l'intérieur, évidemment, plutôt tant que l'histoire est votre principal moteur pour consommer cette fiction, la tension narrative est ce qui est sollicité pour... J'ai vu le jeu passer, oui. Mais donc la tension narrative est ce qui est sollicité pour... en vous, pour justifier cet intérêt. Et donc en fait, il y a plusieurs dynamiques au sein de la tension narrative. Il y a le suspense, la curiosité, la surprise et le rappel, qui ont chacune leur spécificité. Et moi, j'ai étudié ça autant du point de vue micro que du point de vue macro. Donc je me suis vraiment concentré à fond sur comment on fait une histoire. L'influence des biomes est une chose qui m'intéresse beaucoup, mais je me demande si ça peut être faisable sur un jeu de plateforme 3D comme Mario Galaxy. Bah alors, oui. La preuve, c'est que je sais pas si c'est fait dans Mario Galaxy, mais j'ai le souvenir de Children of Mana, qui était un jeu Nintendo DS, alors en 2D pour le coup, mais qui mettait une influence du biome avec de la glace, avec... Enfin, en fait, t'en as plein. T'as plein de jeux avec de la glace où, par exemple, tu contrôles pas ta capacité d'inertie. Très bon, ouais. Euh, Il faisait le café. Voilà, il faisait le café. Euh, pour le coup, il était complètement calibré pour ce qu'on attendait de lui, avec des biomes différents, et là en l'occurrence, en fait, je vois rien qui t'empêche d'importer ça à des plateformes 3D. Par contre, j'y vois des moments de friction et de crispation potentielle, genre typiquement la glace sur les plateformes, alors que à la base d'un plateforme 3D, c'est quand même de sauter sur des plateformes. Tu mets de la glace dessus, tu vas péter un câble. Enfin, en tout cas, ton joueur, il va péter un câble. Mais oui, du coup, je l'ai vu passer, équipe, le Chant of Scénar. Mais je dois admettre qu'en fait, c'était,
Enfin, ça m'a pas suffisamment intrigué pour que j'aille voir. Mais en même temps, on peut pas tout tester, hein. Enfin, il y a beaucoup de jeux que je vois passer sans avoir le temps d'y jouer ou je dois me contenter de voir une vidéo parce que... Ouais, voilà. Et là, c'est d'autant plus vrai alors que je dois coder. Enfin, ça prend un temps de dingue, hein. Mais bon, vous le savez tous. Chacun au chômage, exactement. Ah là là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres marques? Est-ce que, moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'après cette présentation, ceux qui l'ont vu de bout en bout, vous estimez que vous... Déjà, est-ce que vous estimez, oh, ça va faire deux questions, que ça vaut le coup de faire un état de l'art en game design? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment de pistes pour en faire un de votre côté? Non, je ne peux pas faire ça. Mais mais par contre, si le sujet t'intéresse, je te recommande l'excellent bouquin de Raphaël Baroni, La tension narrative. Voilà, je te l'écris. C'est clairement, bah déjà c'était à plus beau gosse. Bah de rien. J'espère que, enfin, je suis content que ça vous ait servi. Ouais. Jogo qui dit, c'est ce que je te disais juste avant. Je ne capte pas qu'on puisse ne pas le faire. Eh, t'en fais pas, Liv. On a enregistré cette présentation, donc respire. Elle va finir sur YouTube à un moment donné. En plus, on est deux à l'avoir enregistré, donc s'il y a eu un problème, t'inquiète. Il y en aura forcément une copie. Et ça, c'est pas faute d'avoir été prévenu, Jogo, hein. Mais bon, je pense que dès présent ici, tu fais partie de ceux qui en avaient le moins besoin. Ah bah, ta faute. Hiverno, quand il est arrivé, il a dit, il te reste une minute avant de devoir y aller. Genre, on fait difficilement mieux comme avertissement. Une minute avant. Bon, bref. Euh... Est-ce qu'au-delà de la présentation, un modèle sera dispo? Est-ce que tu veux un modèle de quoi, KDK? De c'est quoi en état de l'art? Non Tintin. Ouais. Au début avec la comparaison. La comparaison avec le cinéma, tu veux dire? Ouais. T'en fais pas, moi aussi je l'ai senti. Alors, concrètement, je peux prendre les slides. Je peux prendre les slides qui concernent uniquement la partie comment on en fait un, ce que c'est. Parce que. Bah, en fait, ouais, ça prend quand même pas mal de temps à faire. Ça prend quand même pas mal de temps à faire. Là, il y avait quand même une bonne partie qui était orale.
Donc je pense pas que ce soit suffisant, enfin que la partie écrite. Corrigez-moi si je me trompe, hein, si vous estimez que la partie écrite était suffisante, let's go pour faire ça sur un document et le mettre en ligne quelque part en plus, mais j'ai peur que l'écrit seul soit trop court. Et pour faire un truc de qualité qui soit à l'écrit, ça me paraît compliqué. Mais donc non Tintin, je n'ai pas publié d'article sur le sujet. C'est un master, c'est pas une thèse. Mais de rien, ce fut un plaisir et puis bonne nuit du coup. Moi je vais passer, je pense, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer dans le bar, histoire de se détendre un petit peu. Donc j'ai envie de dire qu'ils m'aiment me suivre. À bientôt. Ah, il y en a même qui me précèdent, c'est dire. T'as fait rapide toi.